Bonjour à tous et bienvenue à cette 7e journée organisée par l'association CCM et par le GFM. Cette année, nous nous retrouvons dans 23 villes, à noter une première avec la participation de La Réunion, ainsi qu'une ville de Suisse romande. Les médecins du GFM sont vraiment la pierre angulaire de cette journée, puisque ce sont eux qui invitent les patients et nous utilisons en fait leur réseau de manière à couvrir le plus grand nombre de personnes. CCM est une association de patients atteints de myélodysplasie et l'objectif majeur est le soutien et l'information à ces patients ainsi qu'à leurs proches. Cette année, au jour d'aujourd'hui, nous avons un peu plus de 800 membres. Nous souhaitons tout d'abord remercier nos mécènes qui nous aident comme à chaque édition à réaliser ces journées. On va parler des nouveautés en termes de recherche, de diagnostic et surtout de traitement. Cette année, on a décidé de traiter tout particulièrement un certain nombre de thèmes qui sont les avancées de la recherche, le travail autour de la qualité de vie et tout particulièrement d'un symptôme qui est la fatigue. Et puis, on souhaite notamment peut-être faire un petit peu une liste des fausses idées que peuvent avoir les patients sur les syndromes myélodysplasiques et comment un petit peu en discuter de chacune d'elles et lever un peu les incertitudes. Nous espérons que vous allez pouvoir trouver durant cet après-midi les informations que vous recherchez, mais pas seulement. C'est important aussi pour nous que ce soit un moment d'échange et de partage avec les participants de cet événement, médecins, soignants, malades et aussi aidants. Nous espérons donc qu'à l'issue de cette réunion, nous aurons des échanges réciproques parce que nous sommes là pour fournir des informations, mais notre rôle ne peut être efficace que si vous, patients, nous contactez et nous fournissez vos informations. À cette fin, nous avons plusieurs outils. Nous avons un site web sur lequel vous allez trouver de nombreuses informations. Nous avons également une permanence téléphonique une fois par semaine le jeudi après-midi, ainsi qu'une page Facebook. On vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Les symptômes qui font consulter en priorité chez les patients qui ont des myélodysplasies, le plus souvent en tout cas, c'est les symptômes liés à l'anémie, c'est-à-dire la baisse de globules rouges et qui donnent souvent de la fatigue. Donc ça peut être une des premières causes, c'est souvent la première cause de consultation. Les autres symptômes qu'on peut avoir et qui peuvent amener à consulter, ça peut être des infections à répétition, puisque quand on a une myélodysplasie, on peut parfois avoir une baisse des globules blancs et donc être plus à risque à faire des infections en fin de compte. Et puis on peut voir également, parfois, un peu moins souvent, des syndromes, ce qu'on appelle des syndromes hémorragiques, des saignements, ce qui peut donner des bleus, par exemple, au niveau de la peau. Ou ça, c'est lié au fait que les plaquettes sont plus basses. Et si les plaquettes sont encore vraiment plus basses, on peut parfois avoir des saignements de muqueuses, ce qu'on appelle les muqueuses, par exemple dans la bouche, quand on se brosse les dents, ou ce genre de symptômes-là. Une énorme fatigue. Dans un premier temps, c'était une énorme fatigue. Donc j'étais actif. Je me déplaçais régulièrement en train, en avion. Et puis je m'apercevais que de plus en plus j'avais beaucoup de mal, j'étais fatigué, j'étais essoufflé. Et puis il m'est arrivé à un moment donné de louper un train parce que justement j'arrivais plus à porter ma valise, à tirer ma valise. Oui, vraiment c'était une grande fatigue puisque je me rappelle, quand nous avions l'occasion de se promener, mais j'étais incapable de monter une route. Nous étions partis 4 jours à Paris et là ça a été le déclencheur. Alors là, à Paris, du fait qu'il faut marcher, donc ça c'était extrêmement difficile pour moi. Là, j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose. Quand je suis allée chez mon médecin traitant, c'est là qu'il a téléphoné en me disant que mon taux d'hémoglobine était beaucoup trop bas. Je n'avais aucun symptôme, pas du tout, peut-être un petit peu plus fatiguée. Je marchais de plus en plus difficilement, mais comme des sensations un peu d'essoufflement. Et j'ai eu une période de crampes. Mais j'allais dire même assez douloureuse. Des crampes qui me prenaient en pleine nuit. C'est à peu près 10 à 20% des myélodysplasies qui sont expliquées, en tout cas potentiellement expliquées par soit l'exposition
à un toxique dans une activité professionnelle, par exemple les pesticides, certains pesticides, les dérivés du pétrole, les hydrocarbures, le benzène notamment, une exposition prolongée et répétée dans le temps, qui peuvent parfois aboutir à des maladies professionnelles. Certaines expositions aussi aux irradiations, les accidents d'irradiation nucléaire par exemple, c'est rare mais ça peut. Et puis plus classique, c'est les myélodysplasies qui font suite à des chimiothérapies qu'on a utilisées pour d'autres cancers par le passé. Et dans les facteurs de risque connus, reconnus, c'est l'usage du tabac qui est un des facteurs de risque connus. Et enfin, donc, la plupart du temps, on ne sait pas d'où viennent ces myélodysplasies, c'est à peu près donc, 80% des cas, on n'a pas de cause réellement déterminée, si ce n'est aussi le fait que le pic de fréquence augmente avec l'âge des patients. Examen, c'est l'hémogramme, une simple prise de sang, en fait, l'hémogramme, qui en quelques heures d'analyse permet de suspecter donc ce diagnostic. L'hémogramme peut se faire dans n'importe quel laboratoire, le plus proche de chez vous. C'est un examen vraiment de routine, c'est l'examen de routine par excellence et qui peut vraiment donner beaucoup d'informations. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il y a sur l'hémogramme une anémie ou une baisse de plaquettes ou une baisse de globules blancs que c'est forcément une myélodysplasie. Et il est important donc, de procéder à un autre examen qui est fait par généralement un médecin hématologue, qui s'appelle une ponction de moelle osseuse, ou myélogramme, qui est un examen qui se fait avec une anesthésie locale et qui permet d'examiner un peu la moelle osseuse, donc qui est l'organe qui va fabriquer les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. C'est un examen qui prend quelques minutes et qui nécessite là, pour le coup, une consultation dédiée. Cette ponction de moelle va nous permettre d'étaler une goutte de moelle et de l'analyser avec les cytologistes, vont faire cela, et puis on va pouvoir faire d'autres examens, notamment le karyotype médulaire qui va analyser les chromosomes des cellules malades et nous permettre éventuellement ou de conforter le diagnostic de myélodysplasie ou d'apporter également un poids pronostic dans la classification de cette myélodysplasie. C'est d'ailleurs un élément primordial, ce karyotype. Enfin, depuis peu, c'est un peu nouveau, on l'utilise maintenant depuis quelques années, mais ça commence vraiment à rentrer dans la routine, enfin, c'est en cours d'évaluation, mais fait de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le NGS, où on va aller rechercher des mutations très particulières sur un certain nombre de gènes prédéfinis qu'on connaît comme étant potentiellement associés à des myélodysplasies. Là aussi, cette technique NGS, elle permet d'une part de donner des éléments diagnostiques sur une myélodysplasie et également des éléments pronostiques, voire thérapeutiques, ce qu'on appelle theranostic, pour mieux cibler les pour traitement et donner le traitement le plus approprié à chaque patient. Il y a la petite anesthésie qui est faite avant. Bon, on sait que c'est un petit peu le plus sensible, c'est au moment où l'on prélève la moelle osseuse. Mais disons que c'est bien. Et puis, les docteurs qui me l'ont pratiqué, ils font ça avec délicatesse, sympathie, le petit mot toujours pour vous décontracter, mais ils sont tous super gentils. Ouais. Donc les myélodysplasies, on peut les classer schématiquement en deux grands groupes. Les myélodysplasies dites de bas risque ou de risque intermédiaire, qui sont d'un côté, et puis de l'autre côté, les myélodysplasies dites de plus haut risque. Ces classifications sont basées généralement sur le nombre de cytopénies, ce qu'on appelle le nombre de cytopénies, c'est-à-dire est-ce qu'il y a juste de l'anémie ou bien est-ce qu'il y a aussi de la baisse de plaquettes ou de la baisse de globules blancs. C'est associé au pourcentage de blastes et, dans la moelle osseuse, également au karyotype. Donc c'est vraiment des éléments essentiels à la prise en charge des patients. Et cette classification est très importante, permet de choisir les bons traitements et vraiment quelque chose de tout à fait nécessaire à la prise en charge des patients. Oui. Quand ça nous tombe sur la tête, il faut respirer un grand coup et puis c'est comme gravir une montagne qui est infranchissable, pour ainsi dire. Là, on est obligé de faire un retour sur soi-même et de penser à l'autre. Aussi à penser à ma santé. Et je l'ai pensé tout de suite, qu'il fallait que je sois fort à côté d'elle. C'est pour moi indispensable, pour moi et pour elle. Il est évident que c'est pas toujours facile. Il y a des moments où il y a de la tristesse, mais il faut passer par là-dessus. Mais il faut penser à soi aussi. Parce qu'on sait que c'est le bien qu'il faut donner. Les principaux conseils qu'on donne aux patients pour qu'ils soient acteurs de son traitement et de sa maladie, c'est surtout quand les globules blancs sont bas, d'éviter dans la mesure du possible d'être en contact avec des personnes qui sont
malades qui ont de la fièvre et qui toussent pour éviter tout risque de contagion, et puis d'éviter, quand les plaquettes sont basses, d'avoir des activités à haut risque traumatique. Mais en dehors de ça, c'est toujours une discussion à avoir avec son médecin hématologue, et une discussion à avoir justement pour savoir, pour ne pas se mettre trop de barrières justement, mais bien les évaluer finalement en fonction de la prise de sang du moment, ce qui est raisonnable de faire ou à éviter. Parmi les maladies hématologiques, les syndromes myélodysplasiques sont en deuxième position, derrière la maladie la plus fréquente que sont les lymphomes. On sait aussi que la population vieillit et comme il s'agit d'une maladie du sujet âgé, le nombre de nouveaux cas par an, étant donné l'augmentation de la longévité, eh bien, va augmenter dans les années à venir. Nous sommes très concernés par ça et actuellement, à titre personnel, avec d'autres membres du groupe francophone des myélodysplasies, nous nous déplaçons régulièrement vers nos collègues européens pour mettre en place des projets et réfléchir à plusieurs, ce qui va augmenter nos chances d'avoir des réponses intéressantes. On cherche tout à fait les causes de la maladie. Depuis 2009, l'essor est extrêmement important, avec un niveau de découverte, un nombre de découvertes qui est inégalé comparativement aux 20 années qui ont précédé l'année 2009. J'en fais une année charnière du fait de la découverte des mutations récurrentes qui altèrent la cellule souche hématopoïétique et qui initient en fait le syndrome myélodysplasie. Donc qu'est-ce qu'on a fait de toutes ces mutations? Dans un premier temps, on veut essayer, et c'est l'objet d'un travail international auquel la France participe, de démontrer l'impact pronostic des mutations. C'est toujours un petit peu difficile de mener ces études et ce qu'il faut pour le faire bien, c'est avoir des cohortes de patients qu'on a pu avoir au diagnostic avant toute modification par les traitements. Donc ça, c'est un point qui est quasiment atteint. Le deuxième point, c'est le mécanisme de la maladie. Donc je pense que chacune des grandes équipes de recherche qui s'intéressent au syndrome myélodysplasique a décidé de se donner un territoire, c'est-à-dire de limiter ses ambitions à l'étude d'un sous-type particulier. Personne ne peut aborder la question des syndromes myélodysplasiques dans leur globalité, étant donné l'hétérogénéité de la maladie. Mais je pense que c'est intéressant de rassembler des expertises dans différents domaines pour répondre à une question précise. Donc c'est comme ça que ça avance et c'est comme ça qu'on identifie des cibles thérapeutiques potentielles et qu'on va apporter des réponses. Il y a d'énormes avancées, on connaît beaucoup plus de choses qu'on en connaissait il y a 10 ans et j'ai vraiment un espoir certain parce qu'on manque actuellement de médicaments. On manque beaucoup de médicaments. Donc c'est vraiment en connaissant mieux ces maladies et en découvrant des cibles grâce à une comparaison des échantillons de patients avec des échantillons contrôle, que l'on va pouvoir développer de nouvelles molécules et les tester dans différents modèles. Alors, concernant la recherche, évidemment, rien ne peut se faire sans les patients. Et donc cette recherche dépend de la mise à disposition, donc volontaire de la part des patients, des échantillons, que ce soit de sang ou de moelle osseuse, à l'occasion d'un prélèvement réalisé au moment du diagnostic de la maladie. On a besoin encore de temps, évidemment, et on ne va pas résoudre tous les problèmes immédiatement, mais c'est une période extrêmement active sur le plan de la recherche dans cette pathologie.